Aujourd'hui seulement qu'il a été d'autant plus dramatique que ce qu'on n'a pas su pendant des années, Mao Tse-tung était personnellement présent à Wuhan à ce moment-là, et il est probable qu'un des buts de l'incident était éventuellement de s'assurer de sa personne. Bah oui, il voulait le buter. Au point 6, à partir de l'automne 67, le début en réalité de ce qui va être la longue stabilisation, on peut considérer le processus proprement révolutionnaire comme terminé à la fin de 1968. Voilà, donc on voit bien quand même que la révolution culturelle, les camps, etc., oui, mais enfin, elle a duré 10 ans, tout n'est pas révolutionnaire là-dedans. En fait, Badiou, il le dit bien de manière très intéressante, la révolution culturelle en tant que telle, en tant qu'événement révolutionnaire en Chine maoïste, c'est beaucoup moins. C'est genre, c'est un an, c'est 6 mois. Alors il le dira plus tard, c'est avec la commune de Shanghai, lui il considère qu'à la fin de la commune de Shanghai c'est déjà mort, mais vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose quoi. Enfin, bon. Allez, on reprend Monsieur Badiou, hop. L'épisode révolution culturelle en tant qu'épisode révolutionnaire, c'est 66, 68 de façon centrale. Ouais, bon, 2 ans, mais et bon. Enfin, en dernier, après justement 68, les longues luttes tortueuses et compliquées au sein du parti, jusqu'au coup d'État de 1976, qui, après la mort de Mao, rétablit le pouvoir de la droite du parti sous la direction de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, voilà, le héros, voilà, vous demandez à n'importe quel capitaliste, Deng, je suis bref, enfin bref, Deng c'est le meilleur. Bon, Deng c'est celui qui, si vous voulez, trouve ce nouveau modèle capitaliste qui effectivement a quand même marque en tout cas en 2026 une sorte de réussite chinoise, c'est si vous voulez le capitalisme sans la liberté, la démocratie et avec surtout la planification, c'est-à-dire hop on laisse pas les capitalistes décider de ce qu'il faut faire parce qu'ils savent pas quoi faire, l'État garde les industries les plus importantes, notamment l'énergie par exemple, et l'État surtout se garde la possibilité de se financer à taux zéro par la banque centrale. Donc vous avez de l'argent gratuit, vous pouvez vous développer et vous pouvez passer 10 ans à faire absolument zéro argent comme moi, hein. 10 ans que je faisais zéro argent en extra et vous étiez très bien. Voilà, on continue. Voilà. Alors, ce que je vais faire, là, c'est simplement vous relire rapidement la chronologie et de la commenter point par point, de telle sorte que les éclaircissements, questions, commentaires se fassent dans le mouvement même de l'histoire de la séquence. Ah, là, on connaît bien le maoïsme. Alors, d'abord, sur le point 1, je vous lis le premier paragraphe. Alors, préhistoire des sans-fleurs à la bande noire. En 1956, les sans-fleurs, très donc à peu près 10 ans après la prise du pouvoir par les communistes chinois, la campagne Que Sans-Fleurs s'épanouisse. En juin 1957, la campagne devient une violente dénonciation persécutoire des intellectuels droitiers, souvent qualifiés dans la suite de génie malfaisant. Lancement du grand bond en avant en mai 1958 et en août 1958 des communes populaires. Et en août 1959, destitution de Peng Dehuai, ministre de la Défense, qui critique le mouvement de collectivisation. Lin Biao le remplace. Alors, comment commenter tout cela ? Bon, Peng Dehuai, compagnon de route de Mao, hein, quasiment tout le monde, de toute façon, Liu Xiaoqi, Peng Dehuai, Lin Biao, qui mourra d'ailleurs, enfin on a trop souffrance. Tout cela, c'est des compagnons de route de Mao dans sa lutte contre le Kuomintang dans les années 20 et 30, d'accord ? Donc, au fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le maoïsme, c'est des mecs qui ont fait la guerre ensemble, ok ? On fait la guerre ensemble pendant 20 ans, ont réussi à battre les nationalistes et ensuite vont rester au pouvoir, etc. Donc, Peng Dehuai, ça va être le premier moment où Mao va un peu se retourner contre un de ses anciens camarades. Sous des accusations un petit peu fallacieuses de trahison, etc. Bon, c'était un peu l'aile droite, enfin c'était surtout un militaire, bref. La campagne des sans-fleurs, c'est très intéressant puisque c'est un peu le truc du maoïsme. Le truc du maoïsme, c'est toujours se remettre en question, de toujours en gros actualiser sa théorie avec la pratique et avec la situation concrète actuelle de ce qui se passe, de la situation. Et la campagne des sans-fleurs, c'est quoi ? C'est de se dire, dans le maoïsme, il y a une autre chose importante, c'est le mouvement de masse.
c'est le mouvement de masse, c'est très important. Il faut que la révolution soit... Il y a une culture de la révolution et une révolution culturelle. Il faut qu'il y ait un mouvement de masse populaire. Il faut que la révolution soit le fait du peuple, guidé par le parti. On retrouve là une inspiration très bolchevique. Et la campagne des 100 fleurs, c'est le truc de dire, en fait, là, ok, c'était important, on devait limiter la parole parce qu'il y avait les nationalistes du Kuomintang, il y avait les anciens bourgeois, les anciens propriétaires terriens qui influençaient la politique, etc. Faut pas qu'ils puissent parler parce qu'ils vont faire œuvre de contre-révolution. Et du coup, Mao, il lance cette campagne en mode, ok, j'ai plus d'armes. Ok, vous pouvez critiquer quoi. Vous pouvez critiquer le régime. Et en fait, il va se retrouver dépassé, parce que là, évidemment, on est dans une Chine qui est quand même très pauvre. Il faut dire, on dit rarement, mais en fait, le seul allié de Mao, c'est Staline, qu'il déteste. Et Staline déteste Mao parce que Mao a refusé de suivre les conseils des officiers soviétiques que Staline a envoyés dans les années 20 et 30 pour aider contre le Kuomintang, mais surtout, en fait, Staline, il voulait que Mao s'allie au Kuomintang contre l'invasion japonaise, ce qui dans un front commun de triste mémoire. Et bref, ils se détestent et du coup, Staline va accepter d'aider monétairement la Chine, mais de manière, comment veux-tu que je comprenne ça ? De manière extrêmement faible, très peu d'argent. Donc on est dans un pays qui est complètement ruiné. Les seules zones industrialisées sont celles que les Japonais ont laissées derrière eux. Et donc du coup les gens ils sont pas trop contents quoi, les paysans ils ont leur terre mais c'est un peu la dèche quoi, on ne mange pas trop comme on veut, en face il y a quand même l'Occident qui est pas mal, les Soviétiques ça très bien, et à un côté, nous quand est-ce qu'on mange quoi. Et donc il va y avoir une grosse vague de critiques, Mao va être dépassé, et dans cette logique de se remettre en question, etc., il va dire ok, j'ai pris en compte les critiques, sauf que là ça va trop loin, et maintenant il y a des contre-révolutionnaires qui en profitent, et donc si vous voulez, il va profiter du fait notamment que les intellectuels dont Mao se méfie beaucoup, il va profiter du fait que les intellectuels les critiquer pour finalement les mettre en prison, les exiler, voire les buter. Ça va être le truc voilà. Et donc ça va laisser une trace un peu étonnante, c'est en mode en fait Mao il dit qu'on peut parler, en fait le CCP, Parti communiste chinois, nous dit qu'on peut parler, mais en fait on peut pas tant parler que ça parce que si on parle on se fait tuer quoi, puis il va y avoir beaucoup de dénonciations, etc. Bon. Donc on en est un peu là quoi, et puis surtout après Mao, après l'échec, alors là pour le coup c'est vraiment un échec maoïste assez énorme du grand bond en avant, avec des millions de morts de la famine, disons que Mao il a un peu le seum quoi, il veut pas trop être critiqué là-dessus et il sait que son pouvoir est quand même très faible. Lénine a dit une fois que la révolution est à l'ordre du jour quand ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner et que ceux d'en bas ne veulent plus obéir. C'est une condition nécessaire. Il n'a jamais dit qu'elle était suffisante. Mais enfin, elle est nécessaire. Non, si on se demande ce qui s'est passé avant la révolution culturelle, on peut se demander est-ce qu'on a eu affaire à ce genre de conditions ? Et est-ce que ce genre de conditions s'est trouvé rassemblé dans la Chine des années 65-66 où le processus révolutionnaire va s'enclencher ? Alors comment se présentent les deux questions ? La question, ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner. Ceux d'en haut, les bourgeois. Comment elle se présente en Chine dans la fin des années 50 et le début des années 60 ? Eh bien, il y a, à mon sens, un processus progressif de division de la direction du Parti communiste, c'est-à-dire de division de la direction même de l'État chinois, qui, en effet, risque de paralyser progressivement la décision politique. Voilà. Je mentionne d'ailleurs dans la chronologie 2 points. D'abord, la contradiction qui a marqué le mouvement dit des 100 fleurs, puisque que 100 fleurs s'épanouissent, c'était un mouvement de libéralisation de l'expression des opinions. C'est un mouvement qui s'adressait assez fondamentalement aux intellectuels chinois et qui leur disait qu'il fallait cesser d'être dans une espèce d'asthénie intellectuelle, qu'il fallait parler plus fortement, plus vivement, et qu'il n'y avait pas de péril à ce qu'il y ait une multiplicité de points de vue différents.
Et puis, ça s'est soldé en réalité par une persécution dramatique de toute une série des intellectuels qui s'étaient justement manifestés. Alors ceci est interprété en général comme une ruse. Voilà, que l'État chinois aurait dit, dites ce que vous avez envie de dire, et puis comme ça, après on... Voilà, ça c'est le grand truc, bon il va le dire, mais je le dis avant lui, c'est que souvent on va se dire, ouais en fait Mao, tous ces grands préceptes, et même les maoïstes en général, voilà, tous leurs grands préceptes, en fait c'est des excuses pour garder le pouvoir, quoi. Tout ça c'est des prétextes, machin. Mao, en fait, il a rusé, quand il a lancé les 100 fleurs, il voulait déjà tuer ses ennemis, etc. Ce qui rappelle un peu la question aussi de l'incident du Futai, là pendant la longue marche, juste avant la longue marche, du coup, quand il était basé au Jiangxi, au Jiangxi, la question de, est-ce qu'il y avait vraiment des traites dans les communistes du Jiangxi qui étaient sur la ligne bolchevique, ou est-ce que Mao a vraiment eu des fins en mettant malheureusement en tuant, on parle de 4 000 communistes, en tuant 4 000 communistes bolcheviques pour s'assurer qu'il y ait une sorte d'ordre dans la ligne. Bon, là c'est la question que je me pose. Moi personnellement, au niveau de mes connaissances, j'ai l'impression que chez Mao, la question du pouvoir, elle est toujours quand même adossée à la question du masse. Et la question de, moi, je sais que la révolution est fragile, je veux que la Chine, je veux pas que la Chine se développe en tant qu'un pays capitaliste. Je veux que la Chine reste une base socialiste, je pense qu'il y a une volonté réelle de faire advenir la révolution. On pouvait prendre ceux qui avaient dit ce qui ne plaisait pas et les envoyer dans le désert. En fait, je ne crois pas à ce genre d'explication, est toujours une explication après coup, comme si les choses étaient calculées, complotées savamment par une poignée de dirigeants pervers. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la contradiction soulevée par le mouvement des 100 fleurs s'est reflétée dans le parti lui-même. C'est une contradiction qui a finalement affecté, en effet, la direction de l'État quant à ce qu'elle pouvait être, cette campagne, ce qu'elle devait être et quelle pouvait être son orientation. C'est de là, en tout cas nettement, que datent les premières contradictions graves au sein de la direction du parti. Voilà. Alors ensuite, avec une question qui est importante, c'est que le mouvement des 100 fleurs, il a été mal compris, c'est-à-dire que alors, je ne suis pas en train de juger si c'est bien ou pas, mais disons que des intellectuels libéraux en ont profité pour dire oui, c'est le moment où on peut critiquer le communisme, si vous voulez. On peut défendre une voie capitaliste. On peut dire non, le communisme n'est pas la chose. Bon, pour Mao, l'idée c'était, bien sûr, vous pouvez critiquer des choses du parti, mais on est bien d'accord, on reste dans une logique révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est les révolutionnaires qui peuvent critiquer. Les contre-révolutionnaires, on ne les écoute pas. Alors c'est un peu simple, je suis d'accord, mais on comprend sa logique de dire, mais en fait, je vais pas écouter des ennemis de la révolution, je vais pas écouter des gens, je vais pas laisser prendre de l'importance à des gens dont l'objectif est en gros de transformer la Chine en pays capitaliste comme les États-Unis, et de détruire tout ce que je me suis battu pour faire. Rappelons qu'au moment où 49 Mao prend le pouvoir, ça fait 20 ans qu'il se bat contre les duo-militants, contre les nationalistes. Il arrive au pouvoir, les pays américains, occidentaux, donc France, Angleterre, France, mettent en place un boycott, un blocus, un embargo sur la Chine. Donc la Chine ne peut pas commencer avec l'Occident, elle est toute seule, quoi. Et Mao dit, moi, je me bats, j'ai sacrifié des amis, j'ai sacrifié des familles, je me suis sacrifié moi-même. La longue marche, c'est ils partent à 80 000, 90 000, ils arrivent à 1 000. Donc, j'ai perdu des gens, c'est pas pour que mon pays devienne un pays capitaliste comme ce que veulent les militants. Rappelons qu'ils sont à Taïwan et qu'ils sont en train de dire on va venir vous mêler, quoi. Beaucoup plus gravement, il va y avoir contradiction à propos du grand bond en avant et des communes populaires. Alors là, il faut voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire, la question qui a été posée à ce moment-là, c'est quelle est la voie possible du développement économique en Chine ? Voilà. Comment allons-nous organiser, déployer, développer une économie de type nouveau et organiser le développement chinois ? Une thèse a été, et ça avait été le cas en fait en Union soviétique, par l'imitation des méthodes capitalistes qui ont fait leurs preuves. C'était la voie dominante, la voie bureaucratique, plus en employant des moyens de coercition extraordinaires, il faut obtenir la discipline d'usine, la productivité maximale, la concentration de la production dans les villes, la désertification progressive des campagnes.
finalement procéder à une accumulation primitive, pour envoyer le vocabulaire marxiste, et partie des cadres français qui n'avaient pas deux manières différentes de procéder à l'accumulation primitive en fin de compte. Que bien qu'on soit dans les conditions de la propriété collective, l'accumulation primitive, c'était l'accumulation primitive. Ça consistait en fin de compte à faire venir des masses de paysans dans les villes et de les soumettre à la discipline de fabrique dans les conditions que l'on avait connues en Europe, notamment en Angleterre et en France, bien avant. Le point de vue du groupe constitué par Mao et ses amis proches, et ses gens qui était tout à fait différent. Ils pensaient que la construction de la production en Chine devait déjà intégrer des objectifs de type communiste et non pas être strictement économiste. C'est-à-dire que le but n'était pas d'obtenir les rendements maximum des opérations de production, mais le but était aussi de traiter et de résoudre dans le chemin productif ce qu'on appelait à l'époque en Chine les grandes contradictions. Alors, les grandes contradictions, c'était la contradiction entre agriculture et industrie, la contradiction entre les villes et les campagnes, la contradiction entre le travail manuel et le travail intellectuel, la contradiction entre les tâches de direction et les tâches d'exécution, et en définitive, la contradiction entre l'État et les masses. L'objectif de Mao, en fait, ça m'énerve quand on juge l'Union soviétique ou quand on juge la Chine communiste en disant ouais, mais en fait, putain, j'ai pas la vache. Quand on juge, quand on juge en fait d'une certaine manière les objectifs de la Chine, on les juge à l'orée de l'Occident. On les juge à l'orée des conditions économiques de développement de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni. Mais évidemment que le capitalisme a prouvé une certaine efficacité. On ne peut pas le nier. Une efficacité gagnée au prix d'une immense inégalité, de la destruction de la planète, etc. Il faut comprendre que le but de Mao, c'est pas juste de se faire un grand pays, de devenir un grand pays, mais pas à n'importe quel prix, pas en redevenant un pays capitaliste. Ça n'a pas de sens. Donc, l'objectif de Mao et de Mao, quelque part, faut quand même plutôt des militaires et pas forcément des grands idéologues. Son but, c'est on va se développer, sauf qu'on va pas faire les mêmes erreurs que la Russie, on va pas faire les mêmes erreurs que l'Amérique, on va, en se développant, on va pas se dire oui d'abord on est capitaliste, ça c'est un peu, c'est la social-démocratie, c'est Kautsky, c'est ouais bon d'abord on fait un peu de capitalisme, c'est ce que Deng Xiaoping résumera en c'est pas grave si certains s'enrichissent avant les autres. Bon, en fait quand certains s'enrichissent avant les autres, après ils ont des monopoles et ils empêchent tout le monde de s'enrichir. Et donc Mao, lui, non, il faut que déjà dans le développement, il y ait des bases socialistes. En fait, on construit la révolution en même temps qu'on se développe. Le développement économique n'est pas premier par rapport au développement social. Ça, c'est vraiment un truc qui pose des problèmes d'ordre matériel, d'ordre concret, d'ordre pratique, mais qui est fondamental et qui, à mon avis, fait de Mao quand même quelqu'un qui a ce mérite d'avoir voulu vraiment respecter son idéologie, respecter ce qu'il voulait mettre en œuvre, d'avoir un vrai objectif. Le programme communiste, voilà, tel que Marx lui-même le dessinait ou le formulait, c'était en effet qu'on devait traiter ou résoudre ce système des grandes contradictions et non pas s'installer à l'intérieur de ces divisions. Donc il fallait que le développement productif soit aussi quelque chose qui réduise l'écart à la fois de statut, de prestige, de réalité et de salaire entre le travail manuel et le travail intellectuel, qui fasse que le travail d'exécution ne soit pas complètement séparé du travail de direction, qui fasse qu'en un certain sens, on industrialise une partie de la campagne sur place au lieu de créer et d'aggraver, de créer une contradiction énorme entre la ville et la campagne, etc., etc. Et aussi, en fin de compte, qu'on réduise la contradiction entre l'État et les masses, puisque l'objectif du capitalisme, c'est tout de même le dépérissement de l'État. Donc, la structure idéologique du grand bond en avant et des communes populaires était entièrement réglée sur la possibilité que ces principes fonctionnent, deviennent concrets à l'intérieur du développement économique lui-même. Ceci à échelle d'un pays gigantesque et dans lequel la paysannerie représentait et de loin la majorité de la population. Donc tel a été le principe même du développement à l'intérieur de la décision du grand bond en avant et des communes populaires. De même, il y a eu une querelle concernant l'armée.
Ça touche à la contradiction entre l'État, l'appareil d'État et les habitants, les masses. Est-ce que l'armée devait conserver sa figure d'armée populaire, qui s'appelait l'armée populaire de libération, c'était elle qui avait été la force principale de la victoire de la Révolution, ou bien est-ce qu'on devait s'orienter en rivalité avec l'Occident, avec le monde capitaliste, vers une armée professionnalisée, une armée technique, disposant des armements les plus perfectionnés, et finalement de plus en plus séparée, en réalité, de la population. Donc vous voyez, sachant que l'armée populaire, c'est vraiment des paysans qui rejoignaient massivement l'armée populaire chinoise pour pas que de militants. Il y avait un vrai entrain, poussé notamment par le Grand Ouest, de Mao et du CCCP, le chinois, au Yunnan et avant lui au Jiangxi, dans la répartition des terres, etc. La querelle